Je vous propose de terminer cette matinée autour d'une table ronde éthique sur le thème « Désir d'enfant, le choix, les tabous, le diagnostic prénatal, la fécondation in vitro ». Donc pour cela, j'invite le professeur Christine Verlaine Dumoulin à nous rejoindre. Bonjour, ainsi que Madame Dominique Van Pemel, le docteur Kless et Madame Catherine Legrand-Séby. Merci beaucoup à tous les intervenants. Peut-être que vous pourriez prendre place sur la... Comment? Oh, tout est possible. Installez-vous où vous voulez. Alors, je voudrais présenter les différents... Je voudrais présenter les différents intervenants. Ça va aller? Donc, le professeur Christine Verlaine Dumoulin, donc, qui est pédiatre, généticienne, qui a été directrice du Centre de génétique des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, du Centre de génétique de l'Institut de pathologie et de génétique à Charleroi, qui reste encore actuellement à l'IPG, qui est un leader du projet Registry, donc au sein de la European Huntington Disease Network, actuellement Registry puis Enroll, qui est impliqué dans le conseil génétique de la maladie de Huntington et d'autres affections neurologiques évolutives, diagnostic et diagnostic prédictive, membre du SBAC, du réseau européen de la maladie de Huntington, et fait partie de son groupe de travail sur le conseil génétique. Elle est actuellement membre du collège du Conseil supérieur de la santé en Belgique. Donc, pour présenter Madame Verlaine, je vous remercie beaucoup d'être parmi nous. Il y a également Dominique Van Pemel. Merci à vous d'être là également. Donc, psychologue, psychothérapeute systémicienne. Vous avez travaillé pendant plusieurs années comme psychologue en génétique clinique à l'IPG pour accompagner des patients et familles touchés par la maladie de Huntington, donc avec l'équipe du docteur Christine Verlaine Dumoulin. Merci beaucoup. Madame Kless, psychologue clinicienne à Lille. Donc, vous faites partie de l'équipe de Pascal Antoine, du Scalab, je dis des bêtises. Avec l'équipe de Clémence Simonin, c'est très bien aussi. Très bien. Et Madame Catherine Legrand-Séby, merci beaucoup également d'être avec nous. Donc, vous êtes socio-anthropologue, maître de conférences honoraire des universités. Vous avez contribué pendant une vingtaine d'années à sensibiliser les étudiants en médecine de la faculté Henri-Varembourg de Lille aux dimensions symboliques, sociales et culturelles de la maladie et du soin. Vous travaillez régulièrement dans les services hospitaliers, notamment de ceux de pédiatrie, sur des thématiques associant toujours les familles et les jeunes patients. Par exemple, la place des grands-parents, l'accueil des jeunes atteints de cancer, la mort des 15-25 ans, la considération des aidants lors de la transition de la pédiatrie à la médecine adulte. Et donc, vous travaillez actuellement sur l'importance du vêtement et la compréhension des expériences sensorielles autour du vêtir, des vêtirs, donc une grande expérience autour de la famille. En éthique, vous intervenez souvent sur la rencontre entre culture médicale et culture familiale autour de la maladie grave. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, tout d'abord, je voudrais vous dire que pour nous, c'est un grand honneur d'avoir été invités à participer à ce colloque, que nous sommes particulièrement heureux, toute l'équipe, je dirais belge, d'être ici présents, après, je dirais, une organisation qui a été évidemment remise de semaine en semaine et de mois en mois, et enfin, nous y voici. Alors, simplement, moi, je vais faire une petite introduction aux orateurs suivants, simplement sur le thème du désir de l'enfant, le choix des couples, les tabous dans les couples, le diagnostic prénatal et la fécondation in vitro. Alors, l'année prochaine réunion, on peut prévoir de fêter le 30e anniversaire de la découverte du gène de la maladie de Huntington. Ce gène, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la génétique, rappelons simplement que le gène, c'est comme, je dirais, un livre de recettes de cuisine, et que dans ce livre de recettes de cuisine, il y a des lettres,
Et au début de ce gène, qu'est-ce qu'on a? On a 3 lettres qui sont les lettres CAG. Et CAG, pour bien fonctionner, ça doit être répété un certain nombre de fois, mais pas trop. Alors, simplement, comment est-ce qu'au laboratoire, on voit que ces CAG sont répétés? Ben, c'est très simple, enfin c'est assez simple. Vous pouvez voir au-dessus qu'on a un contrôle qu'on dit normal. Eh bien, si vous avez CAG qui est répété 19 fois, comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle un triplet, puisqu'il y a 3 lettres, CAG répété 19 fois sur un des 2 chromosomes 4, on a tous nos chromosomes en double, puisqu'on a un chromosome qui vient de notre papa et un chromosome qui vient de notre maman. Si c'est répété normalement un petit nombre de fois, ce qui est déjà pas mal, 19 fois et 23 fois, comme exemple, on est strictement normal et on n'aura jamais la maladie de Huntington. Si on est, ici je dis un contrôle atteint, parce que ceci ne nous dit pas si le patient est malade ou pas, puisque la personne qui vient et qui donne son sang, eh bien, s'il a 17 triplets, c'est strictement normal. Par contre, s'il a 44 triplets, on sait qu'un jour, la personne développera la maladie de Huntington. Et donc, c'est des tests au laboratoire qui se font très régulièrement et qui indiquent clairement la situation. Alors, simplement pour rappeler à certains ce que signifient ces répétitions de 3 lettres. Donc, si on a 3 lettres, on a un fonctionnement, comme on l'a montré tout à l'heure, de la Huntington qui est strictement normal. Si on a beaucoup de lettres, beaucoup plus que 40 lettres, 40 triplets, à ce moment-là, le produit qui est fabriqué, c'est comme dans votre recette de cuisine, si on vous dit, faites des gaufres avec 500 grammes de farine et que vous retrouvez avec 1,5 kg de farine, mais vos gaufres, elles sont ratées et votre dessert, il est raté aussi. Eh bien, malheureusement, quand on a trop de lettres, on développe la maladie. Alors, où sont les limites? Eh bien, on estime qu'en dessous de 27, il n'y a aucun danger, on n'aura jamais la maladie. Si on a entre 27 et 35, on appelle ça une zone intermédiaire. Ça veut dire que normalement, on ne va pas développer la maladie de Huntington, mais par définition, le gène de la maladie de Huntington est un gène qui est instable. Ça veut dire qu'il peut se transmettre de génération en génération avec des chiffres différents. Et on l'a dit, on l'a évoqué aussi dans le cerveau tout à l'heure, on a dit parfois le nombre de ce triplet CAG n'est pas le même dans le sang que dans le cerveau. Donc il y a une instabilité de ces lettres qui fait qu'une personne qui a entre 27 et 35 ne va pas développer la maladie, mais va éventuellement pouvoir la transmettre à ses enfants, parce que le nombre va augmenter lors de la conception. Alors, entre 36 et 39, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un gène à pénétrance incomplète. Ça veut dire que la personne qui est porteuse de 38, 39 répétitions, peut-être va vivre toute sa vie jusqu'à un âge très très avancé, sans aucun symptôme de la maladie. Par contre, certaines personnes, à ce chiffre-là, vont développer la maladie. À partir de 40, comme je l'ai déjà dit, on va un jour normalement développer la maladie. Et enfin, malheureusement, quand on a un chiffre élevé de 55 à 60, on aura ce qu'on appelle une forme juvénile de la maladie. Alors, qu'est-ce que nous faisons au centre de génétique? Nous donnons ce qu'on appelle des conseils génétiques qui, définis par Peter Harper, qui est maintenant décédé, mais qui était de Cardiff et qui s'est fort intéressé à la maladie de Huntington. C'est le processus par lequel les personnes viennent voir des généticiens et sont informées sur les risques de développer une maladie génétique, en particulier la maladie de Huntington dans ce cas-ci, et ils sont normalement informés des conséquences de la maladie, de la probabilité de développer ou de transmettre la maladie et de la manière dont celle-ci peut être éventuellement prévenue, évitée ou améliorée. Quand on vous parle, je dirais aujourd'hui, faites du sport, il faut du sport combien de fois par semaine, combien de temps par semaine, ne pas boire,
trop d'alcool, ne pas fumer, ne pas prendre de drogue, tout ça, ce sont des éléments favorables non seulement pour les gens, je dirais, qui ne sont pas porteurs, mais qui sont encore plus favorables quand on est porteur de la maladie de Huntington, puisque l'étude de Registry a montré que les signes moteurs apparaissaient 4 ans plus tard quand on avait une bonne activité, une bonne hygiène, entre guillemets, de vie. Alors, dans le centre de génétique, on propose que la consultation de génétique ait lieu avant la conception d'un enfant. Et dans ce cadre, plutôt dans ce cercle, vous voyez que sont impliqués, parmi le couple qui souhaite avoir un enfant, essentiellement les généticiens, la psychologue et l'infirmière sociale. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, les consultations entre généticiens, psychologues et infirmières sociales sont entièrement remboursées par la sécurité sociale. Il y a 0 francs, 0 centimes, enfin 0 euros, 0 centimes à payer. Et ça, c'est, je dirais, un point positif. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons les recommandations qui ont été écrites, je dirais, en 2012 pour le test prédictif de la maladie d'Huntington. Ces recommandations ont été écrites au départ en 1994, pour parler français, en 1994 une première fois, mais comme à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à proposer au niveau du prénatal ou du diagnostic génétique préimplantatoire, elles ont été réécrites et pour tous ceux qui sont intéressés, ça vaut vraiment la peine, je dirais, de lire ces recommandations qui sont à la fois très précises et qui nuancent vraiment avec l'évolution du temps toutes les possibilités. Alors, lors de la consultation de génétique, dans un conseil génétique préconceptionnel, donc avant que l'enfant n'ait été conçu, bien sûr, si quelqu'un est déjà enceinte, une femme est déjà enceinte, on va l'accepter aussi, mais je me parle d'un monde idéal. Eh bien, si un des deux partenaires est porteur du gène ou est à risque de développer la maladie, on va lui expliquer les différentes options qui sont possibles pour lui ou pour elle. Et je rappelle simplement que ce que vous allez voir, c'est que quand on est porteur du gène de la maladie de Huntington, on a une chance sur 2 que l'enfant soit atteint par la maladie un jour. Donc, on appelle ça une transmission dominante, puisqu'il suffit qu'il y ait un seul des 2 gènes dont on est porteur qui soit transmis à la descendance. Et vous voyez ici un exemple d'une dame qui a 2 gènes, un qui porte 17 répétitions, l'autre qui porte 42 répétitions. Eh bien, cette dame peut donner à son enfant son chiffre 17 et l'enfant ne sera pas porteur et ne développera pas la maladie. Par contre, si elle donne son gène qui porte 42 répétitions, nous allons voir que dans les années qui viennent, cet enfant développera la maladie. Alors, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a dans la maladie de Huntington ce qu'on appelle le phénomène d'anticipation. C'est que malheureusement, quand on est porteur d'un nombre de répétitions qui peut être de 40, qui est donc un nombre limite, on peut avoir une répétition de ce nombre de répétitions CAG qui est beaucoup plus importante et on peut avoir malheureusement un enfant qui va faire une forme juvénile de la maladie. Ça arrive un tout petit peu plus souvent quand c'est le papa qui est porteur que quand c'est la maman qui est porteuse, même s'il y a toujours des exceptions en médecine, il n'y a pas de loi de 100% qui soit valable. Alors, disons que les couples choisissent, et je n'ai pas le temps de parler de toutes les exceptions, je vais parler des choses principales, les couples choisissent en fonction de ce qu'ils souhaitent, soit ils décident d'avoir un enfant sans avoir recours à un test génétique, soit certains souhaitent avoir un enfant avec un diagnostic prénatal, d'autres encore souhaitent plutôt faire une fécondation in vitro et recourir au diagnostic génétique préimplantatoire. Enfin, ce qui, je ne vais pas discuter,
du don des gamètes, soit des spermatozoïdes, soit des ovules, soit de l'adoption, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. Si le couple décide d'avoir un enfant concevoir un enfant de manière naturelle, à ce moment-là, la possibilité, si on veut un diagnostic prénatal, c'est de faire ce qu'on appelle une biopsie des villosités choriales. Ça veut dire que à 11 semaines et demie de grossesse, après l'échographie, on va prélever ce qui va plus tard devenir le placenta. On va prélever chez le fœtus ses villosités choriales, plus exactement chez la mère, et on va analyser au laboratoire le nombre de triplets CAG qui existent chez le fœtus. Si le fœtus, disons, n'est pas porteur de la maladie, la grossesse va continuer sans problème. Si le fœtus est porteur de la maladie, certains couples décident à ce moment-là d'interrompre de manière médicale la grossesse. En général, le résultat est obtenu après 8 jours après l'analyse, enfin après la ponction, et disons que c'est un diagnostic qui n'est pas très compliqué à faire, mais qui implique, et c'est aussi ça le rôle de la consultation, c'est de montrer les avantages et les inconvénients de chaque technique. Et toujours accompagné chez nous par la psychologue qui voit, je dirais, toujours les couples, soit les couples en individuel, soit tous les deux ensemble. On essaye toujours qu'un diagnostic prénatal ne se fasse pas sans que les deux partenaires ne soient, je dirais, au courant. Alors, l'autre technique pour les couples qui ne souhaitent pas avoir un diagnostic prénatal et qui ne souhaitent pas faire une interruption de grossesse, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle une fécondation in vitro avec diagnostic génétique pré-implantatoire. Alors, la fécondation in vitro avec diagnostic génétique pré-implantatoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une femme qui accepte d'avoir une super ovulation, c'est-à-dire qu'on va lui donner des hormones pour qu'au lieu d'avoir à chaque cycle un seul ovule qui est produit, c'est d'avoir plusieurs ovules qui sont produits. Et de son côté, le partenaire va donner un petit peu à l'avance son sperme qu'on va congeler. Au moment où les ovules sont prélevés chez la future mère, on va mettre ensemble l'ovocyte avec le sperme et donc on va féconder, je dirais, éventuellement 5 ou 6 ovocytes pour avoir 5 ou 6 embryons. Sur chacun des embryons, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever une petite ou 2 petites cellules pour voir si le nombre de triplets est un nombre de triplets qui est normal ou un nombre de triplets qui est trop élevé et qui va donner un futur, je dirais, enfant ou embryon qui aura un jour la maladie. Et on va sélectionner 1 ou 2 embryons qui ne seront pas atteints par la maladie et on va les transférer. C'est pour ça que ça s'appelle fécondation in vitro, diagnostic génétique pré-implantatoire. Quand le diagnostic est fait, on va faire un transfert d'embryon et on parle parfois de FIVET, c'est de l'anglais, pour dire transfert d'embryon. Et disons que là, on croise les doigts et on espère que la grossesse va démarrer. Il faut savoir que c'est comme pour toute relation, je dirais, sexuelle naturelle, ça ne réussit pas à tous les coups. Donc, c'est grosso modo 1 fois sur 4 que, je dirais, le fœtus, enfin, l'embryon démarre et on espère que 9 mois après, va naître un enfant qui n'aura pas, je dirais, la maladie de Huntington. Donc, je voulais simplement introduire, pour savoir ce dont on parlait, ce qui va suivre, et vous allez voir maintenant tous les témoignages des personnes qui ont vécu, je dirais, soit
soit un enfant sans faire de test, un enfant ayant recours au diagnostic prénatal ou un enfant après fécondation in vitro avec le côté humain que cela suppose. Voilà. Dans ma Dans ma comparaison entre la France et la Belgique, j'ai parlé du conseil génétique qui était gratuit avec la psychologue et l'infirmière sociale. Je n'ai pas parlé du coût du diagnostic prénatal et du coût de la fécondation in vitro. Je pense qu'en France, avoir recours à la fécondation in vitro, semble-t-il, c'est relativement long et compliqué, ça prend plus de 2 ans. En Belgique, c'est plus rapide, mais malheureusement, c'est payant. Et les chiffres qui ont été recueillis par notre infirmière sociale nous disent que pour les gens qui sont en ordre de mutuelle, le coût pour la fécondation in vitro est de 400 à 600 euros et le coût pour le diagnostic génétique est de l'ordre de 275 euros, et ça, malheureusement, pour chaque traitement. Donc, ça coûte très cher. Et ça, il faut quand même que je le souligne parce que ça va plus vite en Belgique, mais ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. On va poursuivre du coup cette présentation. Cette fois-ci, on s'est beaucoup intéressé à cette question avec Dominique sur le désir d'enfant, sur l'accompagnement aussi des couples et des familles dans ce projet de famille. On est parti de l'idée principale que la meilleure piste possible, c'était de vous présenter aussi des témoignages de familles qui ont vécu ou qui vivent finalement ce parcours ou ces différents parcours. Pour eux, presque. C'est tout bon. Pour reprendre juste très rapidement, pour vous présenter un peu les différents témoignages, donc on a différents cas de figure. Donner naissance avec le risque de transmission de la maladie et le choix de ne pas savoir, puisque c'est aussi une prise de parti et une volonté pour certaines familles. Il peut y avoir également le recours à un don de gamètes. Et les témoignages qu'on va vous apporter aujourd'hui vont être plus axés sur le diagnostic prénatal, donc une fois que la grossesse est lancée, et potentiellement l'interruption médicale de grossesse et le diagnostic préimplantatoire. On a réfléchi aussi beaucoup avec Dominique à l'idée de finalement quels sont les différents contextes de choix face à ces possibilités, face aussi au savoir ou ne pas savoir de son état, de son état génétique. Cette prise de position, elle est d'abord de l'ordre de l'intime, puisqu'elle est au centre du couple. C'est un projet de famille, c'est un projet singulier, mais ce contexte de projet de famille est aussi entouré de contextes multiples, partant de l'information du patient, partant aussi de cheminement de l'information entre des patients qui sont âgés d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années, voire un peu plus. Il y a des cheminements qui sont différents, des parcours de vie qui sont différents, des différentes démarches à faire. Alors elles sont longues, elles sont fastidieuses, elles sont difficiles parfois aussi. Et puis on a repris aussi cette notion de temporalité. Cette temporalité entre le moment du désir d'enfant, la création du couple, le mythe du couple, et finalement le moment où il est possible d'accéder à ces différentes démarches. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Le projet Cocoon ce matin montrait aussi toute l'évolution du couple et finalement les besoins du couple à travers le temps. Et c'est quelque chose qui va être intéressant aussi à poursuivre dans cette idée-là, c'est que le couple va évoluer avec la famille et les besoins sans doute aussi. Le désir d'enfant lui-même est singulier puisque finalement il s'inscrit dans l'histoire du couple et dans l'histoire de l'individu. Chaque individu va venir dans le couple avec sa propre histoire de famille. Comment va-t-elle se répercuter aussi dans ce désir et dans ce projet de famille ? On retrouve aussi toute cette sphère émotionnelle. Alors elle est difficile à décrire et c'est pour ça qu'on a sans doute fait aussi une diapositive assez synthétique puisqu'elle est très singulière à l'individu.
On peut reprendre tout l'état émotionnel dans lequel le couple peut se trouver, mais aussi en fonction de ce qu'il vit. Est-il conscient? A-t-il connaissance de son état génétique? Est-ce que cet état génétique finalement est connu après le désir d'enfant du couple? Toute cette sphère émotionnelle va fluctuer et va aussi ponctuer ce projet de famille. Enfin, et ce sera abordé cet après-midi aussi, la question du vécu de la maladie va aussi ponctuer le choix du couple et va le faire évoluer. Est-ce que ce sera vers un DPI, vers un don de gamètes, un DPN? Est-ce que j'ai grandi ou pas avec un parent qui a souffert de cette maladie ou qui souffre de cette maladie? Le regard que je peux avoir sur cette maladie va aussi sans doute orienter le choix que j'aurai moi-même pour construire mon propre projet de famille. Dans l'histoire et les valeurs de la famille, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup interrogés. Qu'est-ce qu'on entend par histoire et valeurs de famille? Eh bien, c'est tout cet ensemble. Finalement, ce serait compliqué de résumer l'individu au couple, même si on est sur un projet de l'ordre de l'intime. Il y a aussi tout ce qui appartient à la famille de manière générale. Comment est-ce que j'ai vécu ma parentalité? Comment est-ce que j'ai vu mes parents être parents? Comment est-ce que j'ai vu aussi les autres autour de moi évoluer? Toute cette histoire transgénérationnelle et de valeurs de famille va aussi ponctuer le choix et va aussi nourrir le choix de la famille dans ce projet d'enfant. Dans cette question de l'information, être informé, s'informer, se positionner, sur la question du vécu de la maladie, avant le choix, nous nous sommes aussi interrogés sur l'information dans la famille. Nombreux témoignages nous ont été rapportés à Dominique comme à moi de l'idée de la découverte de la maladie dans les familles. Finalement, parfois fortuite, parfois cachée, parfois même devenue un secret de famille, certains individus ne sont pas au courant du risque de la maladie, de transmission de la maladie génétique. C'est aussi tout un travail d'information autour de la famille et de parole, parfois de thérapie familiale, qui est intéressant à mener aussi dans l'accompagnement du couple et du projet de famille. Finalement, comment se parle la maladie déjà même avant le désir d'enfant? Comment est-ce que ça impacte aussi sur ce projet-là? La connaissance de la maladie, son vécu en tant qu'enfant, son vécu aussi, je dirais, dans sa parole. Comment est-ce qu'on parle ce désir? Comment est-ce qu'on parle cet enfant? Comment est-ce qu'on parle cette parentalité? Tout ça va impacter et se doit d'être accompagné aussi dans le projet de la famille. Je reviendrai plus tardivement là-dessus, mais ce vécu dans la famille et accompagner ce parent souffrant va aussi modifier ce qu'on appelle le mythe de la famille. Le mythe de la famille, c'est comment est-ce que je construis finalement l'identité familiale? Avoir des repères, avoir des traditions, avoir finalement une identité familiale très particulière par une activité, par des valeurs qui sont communes. Tout cela va être bousculé aussi par l'arrivée de la maladie ou par, à l'inverse, l'intégration de la maladie aussi au sein même de cette famille. Pour illustrer au mieux les propos, du coup, on va vous passer 3 courts témoignages de quelques minutes, mais qui vont nous permettre aussi peut-être de rebondir avec vous sur différents questionnements qui sont évoqués par les familles. Le premier témoignage, c'est celui d'une jeune femme de 28 ans qui est mère d'un petit garçon et qui a fait des choix différents au cours de son parcours de vie et qui finalement nous explique que son regard sur le DPI, le DPN évolue aussi en fonction de ce qui se passe dans sa vie et peut-être aussi de ses choix et de ses compagnons. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on commence par écouter le témoignage et puis peut-être après on pourra rebondir aussi dessus. Je me présente, j'ai 28 ans, je suis maman d'un petit garçon âgé de bientôt 5 ans, je suis en couple, nous avons un chien et vivons dans une chouette petite maison. Je travaille depuis bientôt 10 ans en tant que secrétaire médicale. Je suis une collègue, une amie, une sœur, une fille, une compagne, une mère et depuis 7 ans, je sais que je suis porteuse de la maladie de Huntington. C'est un jour au long d'une discussion totalement anodine avec ma cousine 5 années plus jeune que moi qu'elle cite la maladie dont notre grand-père paternel était soupçonné d'être atteint. En fait, celui-ci étant alcoolique à l'époque puis ayant fait un AVC, c'était difficile de distinguer la maladie de Huntington des autres. J'ai donc découvert à 21 ans, en surfant sur Internet, ce qu'était cette maladie, qui était restée tue dans ma famille depuis des années. Après en avoir discuté avec mon médecin traitant, j'ai débuté, soutenu par mon compagnon de l'époque et ma cousine, les tests à l'IPG de Gosli. En 2014, après avoir reçu les résultats positifs en février, je suis officiellement porteuse du gène. Nous avons directement décidé de mettre en route une grossesse.
Ça faisait 5 ans que j'étais en couple avec le papa de mon fils, et donc 4 ans que nous vivions ensemble. Nous parlions bébé depuis toujours, et c'était l'évidence. C'est que c'était le moment. Un peu pressé, avec le recul, j'avoue. Mais lorsqu'on reçoit cette information qu'avoir un bébé pourrait être difficile à 22 ans, c'est un peu compliqué à gérer. Donc je vais parler comme la jeune femme peu entourée et peu ouverte que j'étais à l'époque, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux le choix qui a été fait. Donc au départ, nous avions décidé de laisser de côté les procédures d'insémination. La procédure nous semblait être insurmontable et impayable à l'époque. Peu d'informations, peu de renseignements pris, le sujet était extrêmement tabou, nous étions jeunes, nos croyances faisaient ça. Beaucoup d'éléments ont fait qu'en 2014, en tout cas, ce système ne semblait pas pouvoir nous convenir. Nous avons donc opté pour que je tombe enceinte naturellement et faire le test de dépistage aux 3 mois de grossesse. On ne voulait pas au départ que notre enfant ait le risque d'être porteur. Mais seulement, lorsque 3 mois plus tard, le test de grossesse a indiqué un petit plus, tout a été chamboulé. Mon compagnon à l'époque a directement changé d'avis. Il ne souhaitait plus faire de test de dépistage au risque de perdre ce bébé, soit s'il était porteur, il fallait interrompre la grossesse, et s'il ne l'était pas, il y avait des risques que la procédure provoque une fausse couche, quoi. Donc il ne voulait pas prendre de risque à ce niveau-là. Donc on en a discuté longuement, lui et moi. J'en ai parlé avec ma maman parce que c'est la seule au courant dans ma famille, vu que c'était fort tabou, et le corps médical de l'IPG. Et toutes les réponses que j'ai eues à mes questions m'ont guidée vers le choix finalement du papa de garder ce bébé sans faire de test de dépistage et mener la grossesse à terme. Et donc accepter le fait qu'on ne saurait jamais, sauf si un jour Baptiste mon enfant souhaite faire les tests, s'il était porteur ou pas. Donc aujourd'hui, lorsqu'on me demande le pourquoi j'ai fait ce choix de continuer ma grossesse sans faire le test, je regarde mon fils et je me dis que la réponse est là. J'ai un enfant en parfaite santé, qui grandit bien et est très éveillé. J'ai vécu une grossesse et un accouchement parfait. Mon garçon n'a pas eu de soucis gravissimes étant plus jeune. Son développement physique et intellectuel se passe merveilleusement bien. J'aurais pu empêcher finalement cet enfant de vivre cette vie qui aujourd'hui roule totalement. Donc aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai aussi beaucoup évolué. Cette maladie, elle est présente parce que nous la vivons à travers mon papa. Je suis préparée au fait qu'un jour, elle pourrait faire partie de mon quotidien, de notre quotidien. Mais en attendant, j'ai décidé de vivre sans pour autant me voiler la face. Voilà, elle est présente et on prépare dans un petit coin de notre tête le jour où ça pourrait. Donc aux remarques qu'on pourrait me faire en me disant « tu as rendu peut-être ton fils malade », je répondrais que c'était un choix mûrement réfléchi et que je ne le regrette pas une seule seconde aujourd'hui. En effet, il y a 50% de risque qu'il soit porteur de cette maladie et puis d'autres pourcentages encore dans chacune de ces possibilités de la déclarer ou non à différents stades. Peut-être que je souhaite me rassurer inconsciemment, mais en tout cas, ma conclusion et ma philosophie, c'est que des risques, il y en a partout et tout le temps. Dès qu'on tombe enceinte, en fait, on peut trouver plein de risques partout et des hypothèses de risque encore plus. Maintenant, je pense que aucun parent ne doit être montré du doigt dans ses choix, en fait, parce que chacun fait un choix en fonction de cette possibilité, de son ouverture d'esprit, de la vie qu'il mène, des croyances et aussi de sa force mentale, parce que ça fait partie du jeu. Aucun choix n'est le meilleur. Chaque choix est le bon pour les parents qui le prennent. Le principal, c'est de faire ce choix en âme et conscience et de le faire en étant sûr de finalement pouvoir vivre avec. Je te laisse rebondir. Simplement, je vais souligner effectivement le témoignage de cette jeune femme sous forme de récit. Je trouve qu'elle souligne vraiment fort le côté, le contexte en fait, son contexte de vie et son contexte de vie qui peut évoluer. Et donc les choix qui peuvent évoluer en fonction du contexte et du couple aussi, de l'évolution du couple en fait. Voilà. C'est tout. On va entendre les autres témoignages.
Cette fois-ci, le témoignage qui vous sera présenté, c'est celui d'un couple qui a une histoire différente, qui a un vécu de la maladie qui sans doute est bien différent et bien singulier, avec le diagnostic de monsieur qui concorde finalement avec la grossesse de madame. Et donc, le couple apprend au moment où madame est enceinte que monsieur souffre de la maladie de Huntington, en tout cas est positif au test génétique. Le couple va faire différents choix, notamment celui de concevoir un deuxième enfant naturellement, sans DPI, mais fera le choix d'un DPN plus tard. Mais je trouve que leur témoignage est intéressant en ça, et d'ailleurs on remercie les familles de nous avoir accordé un peu de temps. Bonjour. Voilà, nous sommes un couple depuis 2008. Nous vivons ensemble. Et en 2012, nous avons Une petite fille. voilà, qui a actuellement maintenant 7 ans. Nous ne savons pas si elle est porteuse ou pas de la maladie Huntington, étant donné que quand nous l'avons su, elle avait 3 mois justement, tout petit bébé, adorable. Et moi, je l'ai appris de mon côté quelques mois avant. Je ne savais pas du tout que j'étais porteur du Huntington. Je ne savais pas du tout. C'était la surprise. Et donc oui, ça nous a... oui, on a reçu une petite claque quand même, c'était assez dur. Et donc grâce à l'aide de vous, la psychologue, et du médecin à Gosselies, voilà, nous avons été conseillés, nous avons été suivis. On a appris qu'est-ce que c'était la maladie, parce que la maladie, on ne la connaissait pas. Parce que moi, dans ma famille, ma maman ne l'avait jamais dit. Elle l'a dit à la fin de sa vie, alors bon, on était un peu surpris. Et voilà, grâce à Charleroi et à tout le monde qui était avec nous, c'était beaucoup plus facile. On était partis sur des bonnes bases. Et puis la vie a continué. Oui, ensuite la décision c'était est-ce qu'on fait un deuxième enfant ou pas, sachant que justement il y avait la maladie Huntington entre nous. Et nous avions pris la décision de faire un deuxième à l'aide de justement faire les tests après 3 mois de grossesse, voir si le bébé est porteur ou non. Et par miracle et par bonheur, il n'était pas porteur. Et nous avions maintenant un petit garçon qui est né en 2015 et qui a actuellement 4 ans. Bon, nous avions une belle famille, mais avant tout ça, évidemment, lors de la création de ce deuxième enfant, j'avoue que moi, personnellement, en tant que maman, je l'ai nié pendant les 3 premiers mois, n'ayant toujours pas les résultats, puisque c'était au moment des 3 mois. Donc, je l'ai nié, j'ai tout fait pour ne dire à personne que j'étais enceinte. Il y a juste mon mari et ma maman. Et voilà, on attendait les résultats avec impatience. J'ai dû aller 3 fois à l'hôpital de Sainte-Élisabeth à Namur, parce qu'ils ne le font pas partout, évidemment, ce diagnostic. Mais la gynécologue, super, très sympa, à l'écoute, vraiment un accompagnement aussi extraordinaire là-bas. Et puis après, nous étions dans le salon, on regardait le journal parler. Et le docteur de Moulins a téléphoné un soir et nous a annoncé la bonne nouvelle de notre côté, que tout était négatif. Et en plus de ça, nous avions l'occasion de savoir un peu à l'avance le sexe de notre bébé. Et donc nous avions su que c'était un petit garçon. Donc voilà, nous avons une fille et un garçon. Là, ça a été la délivrance, le bonheur, la belle surprise, parce que voilà, c'est un point en moins, c'est un stress en moins. Et là, je crois que je me suis rattrapée, même après la naissance, à me rapprocher de notre fils. Voilà, un vrai bonheur. Donc pourquoi nous avons choisi ensemble le diagnostic prénatal, on a comparé les deux, c'est pas ça, mais c'était plus une évidence de cette méthode-là parce qu'on voulait le faire tout à fait naturellement. Pas de différence à la manière dont on a créé notre fille aussi, donc on voulait le faire naturellement. La difficulté effectivement, c'est la patience, la douleur, le stress, l'inquiétude pendant les 3 premiers mois. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit que je niais du fait que j'étais enceinte.
voilà, c'est surtout... Mais voilà, on en est fiers et si je devais recommencer, je pense que nous ferions de la même façon. Hein? Ouais. Donc voilà. C'est notre famille, donc à Cat, c'est grâce aussi à tout l'entourage de notre famille, de nos amis, parce que ça n'a jamais été un sujet tabou. Nous l'avons pratiquement tout de suite expliqué, dit, raconté aussi. Et on sait que notre médecin de famille est au courant. Il y a évidemment grâce à Gosli. Aussi, il y a... oui, voilà, on en parle donc justement pour qu'il y ait une connaissance plus grande. Et ça aide. C'est un grand soutien. Voilà, c'est... Grâce en tout cas à la famille, on peut continuer et c'est très rassurant de savoir que les médecins aussi sont là. Le moment, si mon compagnon, on ne sait jamais, il est porteur, est-ce qu'il sera malade ou pas, ça on ne sera pas avant un petit temps. Donc, mais je suis rassurée, nous sommes rassurés parce qu'il y a des médecins qui sont là, qui connaissent le cas. Donc voilà, c'est très rassurant. Ça fait 40 ans que j'ai la maladie, je vis bien avec et je resignerai tout ce que j'ai eu comme bonheur de ma vie, je resigne je resigne. Parce que c'est la vie c'est le plus beau qui existe. Et voilà, je profite le jour au jour et j'ai la maladie, je l'ai pas, mais voilà, je vis, je profite. Ce deuxième témoignage est aussi très riche de beaucoup d'informations. On retrouve dans les deux familles finalement cette notion du tabou, de comment est-ce qu'on apprend que dans la famille existe la maladie, comment est-ce que ça s'est parlé dans la famille. Et finalement, la deuxième famille nous évoque quelque chose d'important. Elle dit aujourd'hui, on en parle avec nos amis, on en parle avec la famille, ça n'est plus tabou, c'est quelque chose qui est devenu important à communiquer, c'est quelque chose qui est devenu nécessaire. Et puis, il y a aussi cette volonté du couple qu'on évoquait avec Dominique, cette idée de finalement, dans l'histoire de la famille, dans le mythe de construction de la famille, cette petite fille est née d'une procréation naturelle et il était important pour le couple que le petit garçon, en tout cas le deuxième enfant, puisse naître aussi de cette même histoire. Donc il y a aussi dans ce témoignage l'histoire de la famille qui est très importante. Et de la fratrie, c'est vrai. Et de la fratrie. Enfin, on va vous passer un dernier témoignage. Cette fois-ci, c'est le témoignage d'une famille. Alors, le témoignage a été très, très riche, donc on a été obligé de réduire aussi un petit peu. Donc, c'est une famille de 3 enfants. Donc, c'est le couple qui témoigne de son parcours de construction, de son projet de famille. C'est une famille de 3 enfants, donc 3 garçons. Le premier garçon a été conçu naturellement et donc sans connaissance et sans possibilité d'avoir accès au DPI, au DPN ou à d'autres possibilités. Et puis, une fois, la famille est allée à une conférence, justement, et a appris les différentes techniques qui venaient d'être mises au point et qui existaient. Et donc, ils ont ensuite eu 2 garçons qui ont été accompagnés et pour lesquels il y a eu un DPI. On n'avait jamais entendu parler de DPI alors que aucune conférence. C'était évident que c'était la chose à faire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller à cette conférence-là alors ? Mon père était malade de la Corée de Huntington, donc j'ai été allé avec ma mère pour avoir des renseignements sur les avancées thérapeutiques, on va dire. D'accord. C'est là que... moi, j'y étais pas à cette conférence. C'est là qu'on a entendu parler du DPI et du professeur Lily, qui est quand même celui qui a lancé le premier centre, c'est Strasbourg, qui a fait du DPI sur Huntington. Et c'est lui qui s'est mis aussi pas mal en avant pour faire en sorte que le DPI sur Huntington soit accepté, parce que vous savez que ça doit passer par la commission d'éthique qui valide... Voilà, donc lui, il s'est pas mal investi là-dedans. Et alors, comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez pris contact avec lui ou avec son équipe et ensuite il y a eu les rendez-vous ou comment, oui, comment ça s'est passé ? Ça a pris 1 an.
dire, entre le premier rendez-vous et... Oui, entre le premier rendez-vous et le premier transfert, ça a pris un an. Mais on a d'abord contacté Strasbourg, puisqu'à l'époque, nous, la première tentative, on l'a fait en 2004. Elle a échoué, mais la première, on l'a fait en 2004, et c'était tout nouveau. Alors, je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts, mais je pense qu'on est vraisemblablement dans les 10 premiers à avoir tenté le Huntington en DPI. Donc ça démarrait à peine. Et donc on a eu d'abord un premier entretien où il nous a expliqué comment ça se passait, ce qu'il fallait faire, quel était tout le parcours. On est revenu ici, après on a été sur liste d'attente, on a mis 6 mois, un bon 6 mois. Et puis après on s'est lancé dans toute la procédure qui est assez longue. Donc, c'est comme une FIV avec en plus un test, une biopsie sur l'embryon qui est pratiquée, puis après retransfert des embryons. Et la première a échoué. Donc, alors pour parler de ce parcours-là, il faut dire aux gens qui s'engagent dans cette voie-là, c'est que c'est pas une promenade de santé quand même. C'est un parcours long, difficile, c'est un peu les montagnes russes. Beaucoup d'espoir, beaucoup de désespoir quand ça marche pas. Il faut être hyper motivé et hyper disponible. Donc je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut faire par dépit. C'est quelque chose qu'il faut tenter en étant motivé à 300%. Parce que les stats, on les connaît, c'est de l'ordre de 20%, suivant l'âge. Plus vous allez être âgé, au-delà de 35 ans, ça diminue drastiquement, et au-delà de 40 ans, c'est même pas la peine de compter. Donc, nous, la première, on l'a fait à 34 ans, on a le même âge. Donc, on a 4 mois d'écart, 34 ça échoue, après on réessaye à 35, ça marche, et 37, ça marche. On est chanceux, on fait partie des gens qui ont réussi à en faire 2, coup sur coup. Voilà. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est de le faire le plus tôt possible. Mais c'est pas facile à prendre comme décision très tôt, mais... Dès qu'on a un désir d'enfant, après, c'est pas évident de... Il faut le faire le plus tôt possible. D'aller à la PMA à Lille pour les... c'est vrai que c'est du beau. C'est long et il faut être surtout très disponible et très réactif, parce que nous, le centre était à Strasbourg. Ouais. Et tout le suivi de la stimulation ovarienne s'est fait à Lille, à Jeanne-de-Flandre. Et alors vous avez, sur les 6 mois, parce que vous disiez ça a pris à peu près 1 an dans les démarches, ça veut dire que vous aviez des rendez-vous régulièrement, ou est-ce que c'était les délais qui étaient longs entre les rendez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? C'est long, les délais sont longs, parce que les centres qui font du DPI ne font pas que Huntington, ils font d'autres maladies génétiques, la liste est longue. Donc, on n'était allé que 2 fois à Strasbourg. Une fois, on n'y est pas retourné dans l'année. Non, on n'y est allé qu'une fois. Et après, à l'issue de du premier essai, on a eu 6 mois à chaque fois entre les... Après, évidemment, quand Jules est né, on a pris un peu notre temps, quoi. On n'est pas retourné 6 mois plus tard, mais ça a pris 18... Non, on a voulu essayer parce que comme la première avait échoué... Oui, non, c'est ce que je dis, entre 2005, la naissance de Jules en 2005 et la naissance de Charles en 2007, il s'est écoulé 1 an, à peu près, quoi. Et du coup, le fait que les enfants soient plus rapprochés, c'est parce que vous aviez en tête ce délai des 35 ans, 40 ans, c'est ça qui a précipité? On était parti pour avoir 3 enfants, donc voilà. D'accord. Disons que nous, en 2003, quand on a l'information que le DPI existe, on s'est dit, c'est la solution à adopter. Il n'en existe pas d'autre. Ça a été pour vous une évidence de passer par ce choix-là? Je pense que de mon point de vue, ça met la pression aux parents, je vais vous dire. En quoi? À partir du moment où ça existe et que vous ne le faites pas, vous avez quand même à avoir une réflexion personnelle sur le choix que vous faites. D'accord? C'est ça aussi le DPI. Il faut en parler aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est merveilleux quand ça fonctionne. C'est difficile, ok, mais d'un autre côté, ça vous met aussi face à vos responsabilités.
avant que le DPI n'existe, vous pouviez toujours vous retrancher derrière, après je juge personne, hein, mais nous c'est ce qu'on a fait en 2000. Hein. Nous on ne voulait pas de DPN avec exclusion, parce qu'on trouvait que, je l'ai dit au début, l'entretien, je trouvais que c'était pas satisfaisant. Psychologiquement c'est très difficile, avoir recours à un IVG, mais encore avoir recours à un IVG quand vous avez l'assurance que l'enfant est porteur d'une maladie, c'est déjà pas simple, mais ça peut s'envisager. Mais lorsque vous le faites et que la probabilité de 50% qu'il ne le soit pas, là, ça devient quand même extrêmement compliqué. Tout à fait. Et nous, on n'a pas choisi ce cas-là dans la naissance pour notre premier enfant parce qu'on ne voulait pas connaître le statut de Stéphanie. Évidemment que si elle avait fait le test, ça aurait été différent. Mais nous, on n'envisageait pas de connaître le statut de Steph avant qu'elle déclare les premiers signes de la maladie, parce que on avait encore l'espoir à cette époque-là qu'elle ne soit pas concernée. Et est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec vos enfants aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose... Oui, ils sont au courant. Vous arrivez à en parler avec les trois, ou est-ce qu'ils connaissent leur parcours Oui. D'abord, on leur a annoncé que j'étais malade, qu'ils avaient une chance sur deux d'avoir déclaré la maladie. Et une année plus tard, on leur a dit pour le DPI. On leur a pas dit tout de suite, hein, c'est sûr. Parce qu'on a attendu qu'ils digèrent un peu. Puis c'est vrai que d'avoir un frère qui est concerné aussi par la maladie, ça aide aussi. Ça paraît quand même moins douloureux. Ouais, et puis ils étaient jeunes. On a commencé à en parler quand ils ont pu. Jules a 15 ans et Charles a 13 ans, donc ils sont maintenant en âge un peu de comprendre. On n'avait pas parlé trop tôt parce que. Et puis Maxime, c'est pareil, on a attendu qu'il soit un peu adulte pour qu'il comprenne. Donc il a 20 ans aujourd'hui, c'est ça? Alors quand on leur a dit on a un truc grave à vous annoncer, en disant que j'étais malade, ils m'ont et dit c'est quoi ton truc grave? Non, c'est pas quelqu'un qui est mort au moins. Et ils ont rigolé. Ah c'est ça? Bon. Donc c'était quand même... Ouais, après les enfants, il faut un peu de temps pour qu'ils... Ils ont connu leur grand-père malade. Quand même. Donc ils ont quand même remis les choses assez rapidement en place. Ils ont connu leur grand-père. Ce dernier témoignage est tout aussi pertinent et on en remercie la famille puisqu'il nous évoque dans ce parcours de projet de famille finalement d'autres informations qui ont bousculé la vision de la famille. L'arrivée du DPI, cette possibilité de pouvoir le faire a été un choix que le père et que la mère après confirme comme évident. C'est évident pour cette famille, ça ne l'est pas forcément pour une autre famille. Le témoignage d'avant, à l'inverse, disait mais finalement le DPN était une évidence. Ce qui est important à retenir finalement dans ces témoignages, c'est à la fois la richesse des parcours, mais c'est aussi cette nécessité d'un accompagnement spécifique à la famille et à l'individu à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la famille fait un choix. Peut-être que pour le reste de la construction de la famille, peut-être que pour l'évolution de la famille aura d'autres besoins et d'autres choix, d'autres envies. Et cet accompagnement, il nécessite d'être spécifique et d'être sur du long terme. On est sur une maladie qui est génétique et qui donc va impliquer toute la famille. Et je pense aussi que les contacts avec les professionnels, donc les échanges avec nous, les médecins, les psychologues, ça permet aussi aux patients de légitimer en fait leurs questionnements, leurs inquiétudes, leurs ambivalences, leurs doutes, leurs certitudes. Et on est là pour entendre tout ça et à un moment donné, légitimer tout ça en fait, toutes ces interrogations finalement. Voilà, qui doivent être possibles et doivent être déposées quelque part, en fait, pour avancer. Voilà, il me semble. Le temps file et on va s'arrêter là aussi pour laisser de la place à Madame Catherine Legrand-Civil, qui, je pense, aura aussi un autre éclairage.